Du Figaro. Et maintenant, eh bien, nous allons, Mathilde, faire un petit tour du côté de Sylvain Châtelain et de Marie-Amélie Putalas pour savoir quelles sont les nouvelles questions que se posent les téléspectateurs. Oui, tout à fait, Yves, et elles sont nombreuses. Oui, on a de nombreux internautes qui manifestent leur méfiance après ces premiers scores, qui disent Emmanuel Macron, c'est pas mon président, c'est comme par exemple Dominique qui dit ça, ou est-ce qu'avec une si haute abstention, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une victoire? Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces internautes qui sont visiblement pas électeurs d'Emmanuel Macron et qui sont très en colère? Alors, Mathilde? Eh bien, on peut poser la question directement avec le représentant d'Emmanuel Macron. On va les présenter tous nos invités, parce que nos invités politiques nous ont rejoints. Madame d'abord, Leila Haïchi, vous êtes sénatrice, vous êtes du MoDem. Bonsoir. Et donc le MoDem, comme on le sait, eh bien, rejoint le mouvement En Marche. Vous avez un passé d'écologiste également. Bienvenue. Je suis dans toujours ce studio. écologiste. Mais et vous êtes toujours écologiste, l'un n'empêchant pas l'autre. Claude Goasguen, que tout le monde connaît, le député maire du 16e arrondissement pour les Républicains. Monsieur Sylvain Maillard, donc vous venez du monde de l'entreprise, vous êtes l'incarnation de ce que peut-être Emmanuel Macron va faire dans les prochains jours, et vous êtes donc, on l'aura compris, au mouvement En Marche. Et vous, monsieur Đorđe Kuzmanović, vous êtes mélenchoniste, hein, vous êtes avec la France insoumise, et vous êtes même secrétaire national du parti de gauche. Voilà, donc on va vous répondre à votre question, Madame Maillard ou Madame Maillard ou Monsieur Haïchi Monsieur Maillard ou Madame Aïcha. Oula, Madame Haïchi. Pardon. Allez-y. Votre question, pardon. Une abstention, quand même très forte. haute. Déjà, je voudrais déjà commencer par saluer. Nous avons un nouveau président. Nous souhaitions faire le score le plus haut possible, puisque nous étions quand même dans une situation paradoxale, puisque nous étions face à Marine Le Pen. C'est pas une élection classique, c'est pas un deuxième tour classique. Et je salue le score. En même temps, nous savons que ça nous donne une forte responsabilité. On entend les messages. Ce n'est pas un chèque en blanc pour Emmanuel Macron, mais en même temps, on a compris, et je crois que nous incarnons le changement pragmatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi-même, je viens du monde de l'entreprise, mais le changement pragmatique que l'on veut incarner, et que Emmanuel Macron, dès les premiers jours de son mandat, incarnera. En tout cas, j'en suis assez convaincu. Vous considérez que c'est une victoire ce soir? Non, mais on ne considère pas. C'est évidemment une victoire. C'est évidemment une victoire, mais en même temps, elle nous oblige. C'est une victoire qui nous oblige à avoir des résultats. C'est pour ça que nous aurons toute une batterie de, peut-être nous reviendrons dessus, de batterie d'intervention immédiatement dans les prochains jours. Claude Goasguen pour les Républicains. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez des scores de ce soir? Score attendu, hein, Oui, franchement. beaucoup d'abstention quand même. Oui, hein. beaucoup d'abstention et de bulletins nuls. Oui. Il faudra voir. Ça montre quand même qu'il y a une troisième tour là, qui se commence, Oui. et dans lequel nous sommes, nous, déjà engagés, qui est législative. Pour la première fois, la Ve République, la droite parlementaire et le centre ne sont pas présents. C'est pour nous un coup très dur, inattendu, avec une campagne qui a été épouvantable. Bien, maintenant, nous allons nous présenter tous nos candidats dans toutes les circonscriptions. Et puis on va voir, parce que... Est-ce qu'il y a des candidats parmi les vôtres qui pourraient être tentés par l'aventure En Marche? Non. On a parlé de Bruno Le Maire, on a parlé de Franck Riester, on a parlé de... On a décidé au bureau politique mardi qu'en toute hypothèse, toute participation prématurée à une campagne qui ne serait pas celle des Républicains et de l'UDI serait immédiatement sanctionnée. D'accord, donc ça veut dire très exclusion. clair. Oui. D'accord. Donc si par exemple Bruno Le Maire se manifestait, il l'a dit, moi je pourrais être candidat républicain, LR plutôt En Marche, eh bien il serait dans une situation compliquée. Oui, très compliquée. D'accord. Ce n'est pas possible. Juste, je vous le dis d'autant clairement, plus. ce ne sera pas possible. Oui, pourquoi? Pourquoi ça ne sera pas possible? Parce que, nous l'avons dit, nous le réaffirmons, nos candidats, nous aurons 577 candidats dans toutes les circonscriptions qui porteront un scoop d'ailleurs, ce sera La République En Marche. La République En Marche. Notre Nous sommes étiquette. d'accord. Et donc, on ne pourra pas être LR et... Parce que ça a c'est évolué, très bien. hein. Non, Emmanuel Macron on a toujours récemment été... dit qu'on Non. pouvait faire les deux. Non, on a toujours dit, on a été très très clair, on a toujours dit qu'il n'y aurait que des candidats En Marche qui seraient présentés dans les 577 circonscriptions. Par contre, si des LR souhaitent nous rejoindre, si des socialistes, si des écologistes souhaitent nous rejoindre, à ce moment-là, ils doivent accepter et se mettre sous notre bannière. D'accord. Avec armes et bagages. Voilà.
Madame Haïchi, et bagages plutôt. Vous allez vous présenter aux législatives ou vous restez sénatrice? C'est pas la question là pour le moment. Je voulais revenir sur le résultat qui est évidemment une victoire d'Emmanuel Macron. Et qu'en tout état de cause, compte tenu de la situation de la France, je pense qu'on doit tous faire preuve d'humilité. Et quand j'entends mon voisin de droite parler du troisième tour, on est justement, encore une fois, dans la politique politicienne. Et justement, le message qui a été envoyé, lors de ces élections, est justement la volonté d'un changement. Bah, d'abord, c'est une élection qui est inédite. Le contexte de inédite. Pourquoi inédite? Parce que les deux plus grands partis de France, de la Ve République, sont out. Il faut quand même dire les choses clairement. Et vous devriez faire preuve d'humilité. Je pense que vous devriez faire d'humilité, compte tenu du contexte, encore une fois. Effectivement, il ne faut pas non plus mésestimer et sous-estimer l'impact de l'abstentionnisme. Je pense qu'encore une fois, il faut savoir garder raison, être raisonnable. 25% de gens qui n'ont pas voté, c'est un signal effectivement qu'il faut prendre en compte. C'est un signal extrêmement fort, qui n'est pas négligeable. On a quand même, pour la première fois, on a le président qui est élu le plus jeune de la République, de la Ve République. C'est un signal extrêmement fort, justement, sur cette dynamique, sur cette volonté de changement, avec une nouvelle approche de la politique en France, justement, ni gauche ni droite, et de gauche et de droite. L'intérêt et tout le projet qui a été porté par Emmanuel Macron, c'est justement de rassembler les forces de gauche, de droite et du centre, ne vous en déplaise. Pour moi, l'UDI, compte tenu des dernières positions, ne représente pas le centre, c'est le MoDem qui le représente. Et je tiens à ce titre à saluer d'ailleurs justement l'engagement de François Bayrou qui a donné un coup de pouce décisif pour l'élection d'Emmanuel Macron. Et ce que François Bayrou n'a pas réussi à faire en 2007, ça a été aujourd'hui le cas en 2017. Donc on ne peut pas dire que les centristes ne sont pas représentés, loin s'en faut. Le centre est représenté et justement, compte tenu du contexte, compte tenu de cette élection inédite encore une fois, puisque nous avons eu Marine Le Pen au deuxième tour et du contexte international, je pense que c'est un signal fort que les citoyens nous disent. Si vous me permettez juste de finir là-dessus, sur le fait justement qu'il faut faire de la politique autrement pour l'avenir de la France. Voilà. Merci. 20h40, alors qu'on attend toujours la déclaration d'Emmanuel Macron qui devrait se prononcer très rapidement. On sait que Marine Le Pen, tout à l'heure, nous a dit qu'elle allait, d'une certaine façon, procéder à beaucoup de bouleversements à l'intérieur du Front National. Mathilde. Une question pour Georges Kuzmanovic. Vous êtes, on l'a dit, un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Tout à l'heure, Marine Le Pen, mais aussi Florian Philippot ont dit que le Front National était la première force d'opposition à partir de ce soir à la future majorité d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous Mais nous ne pensons pas, je suis d'accord pour une fois avec M. Goesgen, le troisième tour a commencé. Je vous rappelle que le résultat du premier tour, c'est que 4 forces se dessinent en France, relativement proches. Si l'on considère le nombre de soutiens à Jean-Luc Mélenchon sur le site jlm2017.fr, on est à plus de 500 000. Donc je pense que nous sommes la première force. Et bon, mais je vous félicite pour la victoire de votre candidat, qui est quand même un candidat du système et qui a été bien avancé, y compris... Mais bien sûr qu'il ne l'est pas. Et votre victoire risque d'être une victoire à la Pyrrhus, puisque ce second tour a été organisé de telle manière que vous vous retrouviez face au Front National. Vous avez reçu le vote de nombreux Français qui souhaitaient faire barrage au Front National. Bien évidemment, c'est une excellente chose. Maintenant, on va voir si votre politique pourra être appliquée, c'est-à-dire une politique de casse sociale, puisque... Et M. Macron demandait un vote d'adhésion à son programme. Il a pris un risque. Alors beaucoup de Français voulaient faire un barrage en s'abstenant ou en votant Macron. Il a demandé un vote d'adhésion à un programme de casse sociale. Je pense que beaucoup de Français ne voteront pas pour En Marche lors des législatives. Est-ce que Marine Le Pen, elle fait un score de 11 millions de voix, mais quand même qui est un peu inférieur à ce qu'elle espérait sans doute. Est-ce que ça va être une grande rivalité entre vous deux, entre la France Insoumise et le Front National? Mais ce n'est pas une rivalité. Et d'ailleurs, si on regarde le premier tour, s'il y a bien un parti et s'il y a bien un mouvement qui a bloqué le Front National, c'est la France Insoumise et c'est Jean-Luc Mélenchon. Dans de nombreux territoires où on nous a dit pendant très longtemps vous ne pouvez pas faire un populisme de gauche, vous ne pouvez pas lutter auprès des classes populaires, elles sont déjà acquises par le Front National, on a montré le contraire. Donc nous pensons que nous représentons une force et que justement nous allons continuer, nous, à combattre le Front National pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour protéger le peuple des politiques ultralibérales que les candidats de En Marche voudront mettre en place. On va voir les huées du Front National à l'annonce des résultats tout à l'heure. Voilà. Là, nous sommes dans le bois de Vincennes.
au Chalet du Lac. Et donc, et vous voyez des supporters de Marine Le Pen qui sont évidemment très mécontents de voir apparaître à l'image Emmanuel Macron, qui, rappelons-le, a été élu avec Mathilde 65% des voix, un peu plus, même 65,5%. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Lors du débat, Marine Le Pen s'effondre complètement. Marion Maréchal déclare qu'elle pourrait ne pas continuer en politique. Et qui est salué par la foule le 1er mai, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc il y aura un troisième tour. Sylvain Maillard, on sait qu'Emmanuel Macron a choisi son Premier ministre, mais que pour l'instant, il ne donne pas son nom. À quoi vont ressembler les prochains jours, là, la première semaine du président de la République? Ça va être une semaine de travail. Ça va être une semaine aussi d'annonce des différents candidats pour les législatives. On a 577 candidats, comme je disais tout à l'heure, qui seront l'intégralité de la liste. On n'en connaît que 14 pour le moment. Exactement. L'intégralité de la liste sera durant cette semaine. Et puis ce sera une semaine évidemment de travail parce que le mandat de François Hollande s'achève le 14. Oui. Donc voilà, il y aura une passation. Vous serez candidat vous-même? Je fais partie des candidats. Je suis candidat à la candidature. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez gardé un pied dans votre entreprise et dans la vie active? Évidemment, c'est d'ailleurs tout le challenge de garder. Je ne veux pas, comme beaucoup d'entre nous, ne veux pas dépendre de la politique. Donc évidemment, je garderai un pied dans mon entreprise. Claude Goasguen, comment on fait quand on est aux Républicains, qu'on entend Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on entend Bruno Le Maire, et puis de l'autre côté, on entend Laurent Wauquiez, on entend Éric Ciotti, ils disent pas du tout la même chose. Ils disent pas du tout la même chose, mais ils disent une chose en commun, c'est que la bataille du troisième tour sera essentielle. Oui. Alors on verra quels seront les résultats, chacun en discutera. Les Républicains eux-mêmes auront une analyse à faire, tant sur le programme que sur la manière dont s'est conduite cette candidature de François Fillon, dont il faudra encore reparler. Cela étant, je considère que le troisième tour, permettez-moi de vous le dire, est tout aussi noble que l'élection présidentielle. J'ai pas dit qu'il l'était pas. Elle ne croyait pas de plus que l'élection présidentielle constituerait une grande nouveauté, que le centre, que je connais peut-être mieux que vous d'ailleurs, entre parenthèses. Centre, vous. Oh oui, j'en étais même le secrétaire général. l'IDF, hein. Je suis très lié à François Bayrou, que je connais très bien aussi, et je comprends parfaitement sa démarche. Cela étant, les centristes ne sont quand même pas monolithiques et ne sont pas uniquement derrière M. Macron. Je crois et qu'il donc y a plus d'UDI, il y a plus de centristes. Oui, il y a une idée, ne vous inquiétez pas. Alors, non, ne prenez pas comme ça, parce que ne pavoisez pas trop vite. Je ne pavoise pas du tout, c'est une réalité, point. Écoutez, non, Enfin, ne parlez l'UDI pas. n'existe plus. J'étais secrétaire général de l'UDF, secrétaire comme les général du Républicains CDS, sont en grande secrétaire difficulté. général de Force démocrate, de tout le monde. Je connais les centristes mieux sur le bout des doigts, et je ne crois pas à l'avenir d'un centrisme qui se déroulerait en dehors des Républicains. Nous l'avons réaffirmé. Nous nous battrons. Nous verrons comment ça se passe. Les électeurs ont le choix. Non, attention, M. Macron n'est pas un centriste. M. Macron n'est pas quelqu'un d'irrédemptible. C'est qui Pour moi, je crois que un des éléments essentiels de la victoire, tout à l'heure, ça a été très bien dit par un journaliste d'ailleurs, c'est qu'on va arriver à un parti social-démocrate. Au fond, il s'appellera peut-être pas social-démocrate, ça peut être démocrate social, ce que vous voulez. Ou parti démocrate comme aux États-Unis, peut-être. On va arriver, au fond, un petit peu à un système d'un parti social-démocrate à l'allemande, c'est-à-dire qui accepte les règles de la mondialisation, qui accepte en même temps les règles de Bad Godesberg, avec un peu de retard. Mais je crois que c'est une évolution à gauche que François Hollande avait préparée. Lui-même avait dit qu'il était social-démocrate. Au fond, c'est peut-être le succès de François Hollande a posteriori. Sa victoire, c'est d'avoir probablement modifié profondément les règles de la gauche avec une partie des centristes qui s'appellent démocrates sociaux ou sociodémocrates. Je crois que ça, c'est une réalité. Je ne crois pas que M. Macron séduira beaucoup les libéraux, les républicains et les centristes de droite, et l'on verra d'ailleurs la résistance de cette fraction politique lors des élections législatives. On est très près. Oui. N'oubliez pas quand même qu'on était à 32% il y a 3 mois. Justement. Et qu'on s'est effondré dans une campagne qui a été calamiteuse. Et que normalement, on aurait dû combattre. Un peu à cause de votre candidat quand même. C'est même beaucoup à cause de notre candidat, je crois. D'accord. Leïla Haïchi, justement, pour avoir cette majorité au Parlement, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il doit faire dans les prochaines semaines ?
Mais écoutez, moi, j'ai pas de directive à lui donner. Maintenant, ceci étant, moi, j'ai confiance en peuple français. Il n'y a pas de raison qu'il lui donne pas cette majorité dont il aura besoin pour gouverner la France. Encore une fois, nous sommes dans une élection absolument inédite où deux partis politiques, permettez-moi d'insister, mais c'est important de le dire, se sont complètement effondrés sur cette élection présidentielle qui est un signal qui me semble extrêmement fort et qu'il faut surtout pas sous-estimer. Et quand vous parlez de votre troisième tour tel que vous l'imaginez, vous êtes encore dans une logique, 20%, encore dans une logique. Si vous voyez aux deuxièmes élections, au deuxième tour des élections présidentielles, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, si pour vous c'est pas un effondrement de votre schéma ancien, je ne sais pas dans quel contexte on est. Alors, vous avez le droit de je ne sais pas ne combien vaut le analyser, modem, mais sûrement pas 20%. Nous avons la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, donc qui avait fait cause commune entre les deux tours avec Marine Le Pen. Il réagissait donc au score de Marine Le Pen ce soir, 35%. Je félicite le nouveau président de la République, de manière républicaine. Je dis simplement que l'enthousiasme sur sa jeunesse risque vite de décevoir les Français, car c'est le plus jeune président pour mener la plus vieille des politiques, celle qui a été menée depuis 30 ans et qui va échouer. Moi, je serai dans l'opposition avec Debout la France, une opposition claire. Nous aurons des candidats dans toutes les circonscriptions de France pour dire aux Français qu'il y a un autre avenir à bâtir. C'est désormais lors de la campagne législative. Oui. Vous allez donc mener cette campagne sous les couleurs de votre parti ou le Front National? De Debout la France. J'ai toujours dit que je soutenais Marine Le Pen à l'élection présidentielle et qu'ensuite il y aurait une opposition résolue de Debout la France si par malheur elle n'était pas élue. Parce que je dis aux Français qui, par exemple, et notamment millions de républicains, je leur dis, mais comment pouvez-vous voter pour des candidats aux législatives qui se disent du parti Les Républicains alors qu'ils ont appelé à voter pour Macron et qu'ils iront peut-être dans son gouvernement. Donc moi, Debout la France, c'est une opposition claire, et il y aura deux partis d'opposition claire, le Front National d'un côté, Debout la France de l'autre. Et on a eu cette réaction aussi de Xavier Bertrand, le président de la région Nord-Pas-de-Calais, qui a dit qu'Emmanuel Macron ne devait pas oublier l'inquiétude et la colère des Français. Justement, une réaction, Sylvain Maillard? Il ne l'oublie pas. Non, on est pleinement conscient. C'est un premier tour fort, un message fort qui nous est envoyé, l'abstention. Nous l'entendons. En même temps, nous allons mettre en place notre programme parce que nous pensons que si nous ne mettons pas en place notre programme, le rejet de la politique sera encore plus fort. Sur le plan politique, quelle sera la première mesure d'Emmanuel Macron? On l'a toujours dit, 3 mesures très importantes. La moralisation de la vie politique, ça c'est première mesure. Toute première mesure. Première mesure. Deuxième mesure, la loi d'habilitation par ordonnance pour la modification du Code du travail, parce que les Français nous attendent dessus. Et je crois qu'ils ont donné un mandat pour réaliser des choses. Voilà, qu'on ne reste pas dans l'incantation et d'attendre une amélioration un peu illusoire de la situation économique. Et enfin, une troisième mesure qui sera très importante et qui est au cœur de notre programme, sur l'éducation, d'immédiatement travailler sur nos classes et le dédoublement des CP, CE1 et le faire dans le maximum d'écoles qui seront identifiées. Notamment dans les banlieues. Claude Goasguen, une réaction en direct de Bruno Le Maire qui vient d'arriver, qui vient d'annoncer « Je peux travailler dans une majorité de gouvernement autour de Macron ». Alors ça y est, la droite se déchire ce soir? Non, pas du tout. Ça veut dire que si Bruno Le Maire veut participer au gouvernement de M. Macron demain, eh bien, il quittera les Républicains, et puis c'est tout. C'est très simple. M. Le Maire ne représente pas les Républicains. Et c'est un peu le cas aussi pour Xavier Bertrand, non? Ah non, Xavier Bertrand a dit quelque chose de très important que d'ailleurs nous devons prendre en compte nous-mêmes et que nous prenons en compte mardi lorsque nous publierons notre programme. Ouais. C'est, je crois, que le programme de François Fillon, il manquait une dimension qui était une dimension un peu sociale. Oui, sociale, c'est clair, que nous allons corriger. Mais ce qu'a dit Xavier Bertrand est tout à fait en accord avec ce que j'ai dit. Je n'ai pas suivi exactement ce qu'a dit M. Le Maire, mais enfin, si M. Le Maire veut aller chez M. Macron, il y va, personne ne le retient. On veut travailler avec lui, c'est ce qu'il a dit. Travailler avec lui, attention, parce que... Dans une majorité de gouvernement. Voilà, alors, dans une majorité de gouvernement, après les législatives, on verra les résultats. Vous savez, s'il y a une cohabitation... C'est après les législatives, oui, je sais pas, je préciser. Oui, je pense que les résultats des législatives, le troisième tour,
que vous méprisez un peu, mais vous avez tort, sera décisif sur l'orientation Je ne générale de la politique Je ne française. méprise pas, c'est On vous ne qui êtes méprise méprisant pas. depuis tout à l'heure. Vous êtes extrêmement. Oui, si vous êtes méprisant depuis tout à l'heure, c'est assez pénible. Je ne méprise pas le troisième tour, je fais acte, je répète. C'est vous qui dites non, que non, nous sommes vous un dites grand que, parti. vous dites, oui, je suis au modem, et, Ah oui. et en tout état de cause, il est clair que le fait que François Bayrou ait soutenu Emmanuel Macron, ça lui a donné un avantage certain pour cette élection, on ne peut pas le nier. Voilà, donc je ne méprise absolument pas les législatives. Je connais cette force. Maintenant, vous ne pouvez pas nier le fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en situation que votre candidat n'a pas gagné et que l'UDI, tel qu'il se configurait dans les élections précédentes, lors de la campagne, il était loin d'un programme du centre. Point. Et je ne méprise absolument personne. Qu'est-ce que va faire François Bayrou dans la nouvelle majorité? Je ne sais pas ce que François Bayrou fera. Maintenant, nous travaillons ensemble, évidemment, avec En Marche, avec Emmanuel Macron, puisque le projet, d'ailleurs, sur la loi de la moralisation politique, était une des propositions, une des conditions que François Bayrou avait notamment avancé pour soutenir Emmanuel Macron. Ça a fait l'objet d'un accord sans difficulté absolument aucune. Donc voilà, ce qu'il faut faire, évidemment, le sujet d'aujourd'hui est que ces élections présidentielles, eu égard au fait que nous avons eu l'extrême droite au deuxième tour, nous devons tous, ici autour de cette table, faire preuve de très grande humilité et de justesse sur la situation de la France. Et je ne méprise absolument pas, Alors, je ne méprise justement, M. Macron. on va prendre des nouvelles. C'est pas à nous d'être humbles. On va prendre des nouvelles d'Emmanuel Macron, justement, savoir quand est-ce qu'il parle, où il est, avec tout de suite Maxime Cuny qui est en direct du QG de campagne. Tout à fait, Mathilde. Eh bien, la déclaration d'Emmanuel Macron devrait être imminente. Et donc, il est toujours à son QG. Vous le voyez, on s'est un peu éloigné, en fait, parce que on est en stand-by, comme on dit, pour pouvoir le suivre vers le carrousel du Louvre dès qu'il aura fait sa déclaration et dès qu'il sortira de son QG. On a pu voir les policiers déjà installer les barrières de sécurité pour contenir les gens, la foule qui est présente et permettre au cortège de se rendre au carrousel du Louvre, là où donc se trouve la soirée, le grand rassemblement pour cette victoire d'Emmanuel Macron. On est encore dans l'attente, voilà, la déclaration, on l'espère, imminente, puis une arrivée dans la foulée au carrousel du Louvre. Merci beaucoup, merci de ce direct. Monsieur Kuzmanovic, comment vous allez faire pour organiser ces législatives quand on sait qu'entre le Parti communiste, la France insoumise, certains au Parti socialiste, d'autres dans l'ancien parti de Madame, Europe Écologie Les Verts, il y en a certains qui voudraient faire cause commune et puis d'autres qui ont bien du mal à s'entendre. Mais nous allons continuer comme nous avons fait toute la première partie de la campagne pendant un an. Nous l'avons fait nous-mêmes. Nous avons un score qui est très élevé, qui frôle les 20%. En ayant dépensé le moins de tous les candidats et avec un fort soutien militant, ce qui est une force que personne n'a ici. Et nous dénoncerons cette élection inédite, comme vous l'avez dit, puisque on a quand même un résultat assez incroyable. C'est le plus fort taux d'abstention depuis 1969. C'est le record de vote blanc. Et c'est également... Autour de 10%? Oui, au moment... Nul et blanc, hein. Nul et blanc. Une incompréhension pour beaucoup de citoyens. Vous pouvez vous montrer, dire que vous êtes une force nouvelle, anti-système, très différente. C'est le cas. Néanmoins, on voit bien que, y compris ce soir, c'est très compliqué, des républicains voudraient vous rejoindre, déjà certains vous ont rejoint. J'ai fait plusieurs plateaux. Parfois, j'avais du mal à comprendre si mon contrepartie socialiste ou des républicains étaient ou pas avec Macron, c'était pas toujours clair. Et vous avez regardé, par exemple, Madame Ségolène Royal, 2 jours après le premier tour, qui déclare à CNews: nous sommes très fiers que notre candidat soit arrivé au premier tour de l'élection présidentielle. Bon, c'est un petit peu une farce. Je crois que c'est quelque chose qui se voit, que les citoyens voient très bien. Il n'y a pas tellement de têtes nouvelles et surtout, il n'y a pas de politique nouvelle. Parce que M. Macron ne sort pas d'un œuf, de nulle part. C'est lui, la loi Macron, c'est la loi El Khomri. C'est lui qui a soutenu, qui a fait que M. François Hollande n'a pas renégocié le TSCG comme ça a été demandé. C'est la vieille politique, comme vous l'avez dit. Il est nouveau. Mais oui, a priori. Par contre, ces idées sont parfaitement nouvelles, madame. Depuis que le Parti socialiste, en 2005, est allé pour le oui sur le traité constitutionnel européen et qu'il était pour le non, il l'a quitté, il a créé un mouvement, c'est tout à son honneur. Claude Goasguen, justement, on écoutait pendant le débat qu'Emmanuel Macron a eu avec Madame Le Pen, on a vu 3 choses. On a dit, on l'a entendu dire, je vais aller beaucoup plus loin que la loi El Khomri.
un peu comme ce que François Fillon voulait faire. Je veux abroger la loi Taubira. Je veux revenir sur la loi de Najat Vallaud-Belkacem sur l'école. Tout ça, ça vous convient, non? Je pense qu'il n'arrivera pas sur l'ordonnance du droit du travail, mais enfin, ça vaut la peine d'essayer. Je ne suis pas sûr que la réforme du droit du travail par l'ordonnance soit la meilleure solution. Enfin, c'est un débat qu'on aura, parce que l'ordonnance passera devant le Parlement aussi à terme. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que cette idée perdurera. Mais enfin, on en discutera. C'est l'idée que les Républicains avaient aussi, dans certains programmes oui, au primaire. Je suis juriste, moi. Je sais ce que c'est que le droit du travail, et je sais quel est le conflit syndical, toute l'histoire syndicale qui s'est greffée sur le droit du travail. On réforme pas comme ça par ordonnance un code qui a 50 ans, 60 ans, pas par ordonnance. On le réforme. Déjà, vous avez vu le 49.3, ce que ça a pu donner. Donc, on verra. Cela étant, il y a des choses qui sont effectivement tout à fait. Madame Najat Vallaud-Belkacem a été une catastrophe ambulante. Je me félicite qu'elle soit plus là. Oui. D'ailleurs, j'ai entendu les propos de M. Macron, fortement inspirés par mon ami François Bayrou, qui m'ont rassuré. Mais cela étant, nous ne sommes pas d'accord politiquement avec la ligne social-démocrate de gauche qu'incarne M. Macron. Vous serez obligé de vous gauchir, car... Social-démocrate. Oui, mais enfin, si vous voulez, allez, mettez social... quel côté de la table on se place. Mais vous serez obligé de le faire. Disons de droite et de gauche. Allez, on va vous mettre d'accord. Non, vous ne trompez pas. Si on va vers un système qui est un système probable, proche de l'Allemagne, vous aurez une CDU, vous aurez une CSU, mais il n'y aura pas d'ailleurs de parti centriste parce qu'il n'y en a pas en Allemagne. Vous aurez une social-démocratie, vous aurez Link, qui est bien représenté par M. Mélenchon. Au fond, ça peut se tourner comme ça. On ne peut pas dire que ce soit révolutionnaire. On ne peut pas dire que... Moi, les histoires de En Marche, tout est nouveau, etc., c'est bien pendant quelques jours, mais en réalité, les élections législatives vont remettre les choses là où elles doivent être, parce que cette élection est quand même... Vous croyez vraiment que vous pouvez les gagner, qu'il peut y avoir une cohabitation? En tout cas, les estimations qu'on nous donne ne sont pas si mauvaises. Nous nous battrons, écoutez, si on gagne, on gagne, si on gagne pas, on verra. Surtout M. Macron de gagner, parce que c'est lui qui doit avoir une majorité. Un président sans majorité à l'Assemblée nationale n'est rien. Nous avons perdu 8 millions d'électeurs en 3 semaines. Est-ce que vous pensez, M. Maillard, sincèrement, que les Français qui ont choisi Emmanuel Macron ne vont pas lui donner une majorité? Moi, je comprends, je trouve que c'est normal dans votre position de soutenir votre camp, et ça c'est bien entendable. Mais quand on y pense sérieusement, est-ce que vous pensez qu'ils vont pas nous donner une majorité? Moi, ils ont élu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un président jeune de 39 ans qui incarne une autre politique, qui n'est pas issu, contrairement à ce que vous dites, de la vie politique. Et de la vie politique, mais 2 ans. Après, il a travaillé dans le privé. Et en direct pour son discours. Allez, je laisse la parole. À son sujet de campagne dans le 15e arrondissement de Paris. On l'écoute en direct. Ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir à vous. Je regarde direct. Un peu baisser un tout petit peu l'écran. Regarde l'image. Un peu baisser un tout petit peu l'écran. Regarde l'image, la cravate. N'hésite pas. Il y a un problème technique à l'intérieur, au QG de campagne, plus exactement, de Emmanuel Macron. Il y a Emmanuel Macron, vous le voyez, qui se fait maquiller. On a l'impression qu'on est au musée Grévin, là, et qu'on est en train de faire des retouches, d'ailleurs, en dépit de son jeune âge. Voilà, alors on ressort, on va retourner, en attendant, Monsieur Maillard, qu'on écoute Emmanuel Macron, qui va, donc le nouveau président de la République française. Vous êtes allé au MoDem, vous étiez de gauche ou de droite? Moi, je suis UDI. J'étais au bureau politique de l'UDI. Exactement. Et on voit les blocages de la société politique, de l'organisation politique qui est soumise, qui est dans une forme de soumission, de cooptation. On voit d'ailleurs ce qui arrive aux grands partis en est l'incarnation. Et pour moi, Emmanuel Macron amène une nouvelle génération, au-delà du problème d'âge, de l'âge et de son âge. Avant tout, il amène d'autres profils. Et d'ailleurs, nos candidats aux législatives, la moitié viendront de la société civile, et c'est important. On a besoin, entre autres à l'Assemblée nationale, d'expertise. Ce qui nous a manqué dans les 10 dernières années, c'est de l'expertise à l'Assemblée nationale. D'autres profils et une autre méthode. Une autre méthode. Il me semble que la méthode est importante en tant que parlementaire. Non, mais sur la méthode aussi, c'est important parce que moi, dans le cours de mon mandat, parfois j'ai soutenu des textes venant de droite alors que j'étais étiquetée de gauche, et de gauche quand les textes me semblaient pertinents. Et on était dans une logique où on était forcément en opposition de la proposition adverse parce que le candidat
candidat était en face et c'est absolument ridicule. C'est un signal que les Français nous ont envoyé aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que c'est Une idée, possible si elle est bonne. Moi, je pense, avec ça oui, je pense. Certains le font. Je pense que c'est important de le faire. Et en tout cas, c'est le signal que les Français nous ont envoyé. Une idée, si elle est bonne à droite, il faut la prendre. Si elle est bonne à gauche, il faut la prendre. Si elle est bonne au centre, il faut la prendre. On en a besoin aujourd'hui, compte tenu justement de notre situation économique, surtout compte tenu de notre situation économique et compte tenu. Alors, ça y est. Emmanuel Macron, depuis le QG de campagne, son QG de campagne, alors, il s'est maquillé, maintenant il boit un verre d'eau, ça va venir, rassurez-vous, ensemble la France, alors que M. Maillard nous a dit que la campagne de En Marche sera sous le nom de... La République En Marche. Voilà. Voilà, alors on attend. Il semblerait qu'il y ait quelques problèmes de son. On rappelle aussi que son discours au soir du premier tour avait été très critiqué. Hein, son attitude un peu triomphante dès le premier tour. Laïla Hachi, qu'est-ce qu'il doit dire ce soir, Emmanuel Macron, justement? Je ne vais pas à dire Emmanuel Macron ce qu'il doit dire ce soir. D'abord, de saluer et de remercier, j'imagine qu'il va le faire, évidemment, tous les électeurs qui lui ont donné sa confiance. Et puis surtout, je pense qu'il est totalement conscient de la difficulté du sujet. Il va faire preuve, évidemment, d'humilité compte tenu de cette élection. Effectivement, il a été élu à 65%. En face, la candidate était Marine Le Pen, l'extrême droite. Il a totalement conscience de cette réalité-là qu'il prendra nécessairement en compte. On le voit attendre d'ailleurs en direct. Claude Goasguen, c'est un revers pour Marine Le Pen, son score ce soir? Moi, je pense que c'est le début, j'espère, le début de la fin, parce que je pense qu'elle a fourbi toutes ses armes d'un côté et de l'autre. Elle a essayé de drainer le public populaire avec les outrances qu'on connaît lors du débat. Elle a essayé de se donner une notoriété extra-populaire. Elle n'y a pas réussi. Elle aura beaucoup de difficultés dans sa nouvelle structure au moment des législatives. Ouais. Et je voudrais dire quand même que la situation du Parti socialiste et la nôtre n'est pas la même. Le Parti socialiste a fait 6%. On a réussi à maintenir quand même un score qui est tout à fait honorable dans les pires difficultés. Donc n'enterrez pas trop vite la droite parlementaire. Je n'enterre pas, je suis juste surpris de l'optimisme que vous avez. Ah non, la combativité. Non, alors la combativité, je vous l'accorde, la combativité, mais je suis persuadé, nous sommes persuadés que la France va être cohérente. Ça peut se faire. Ça peut se faire, sauf que c'est une élection particulière. Alors, je crois que on écoute Emmanuel Macron en direct qui a pris la parole. À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité, car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je ne méconnais aucune, ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays. Je veux, ce soir, adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Car derrière chacun des mots que je viens de prononcer, je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble,
le peuple de France. Nous avons des devoirs envers notre pays. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens. J'adresse en votre nom aux nations du monde le salut de la France fraternelle. Je dis à leurs dirigeants que la France sera présente et attentive à la paix, à l'équilibre des puissances, à la coopération internationale, au respect des engagements pris en matière de développement et de lutte contre le réchauffement climatique. Je dis à tous que la France sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme sur son sol, aussi bien que dans l'action internationale. Aussi longtemps que ce combat devra durer, nous le mènerons sans faiblir. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Car par le travail, l'école, la culture, nous construirons un avenir meilleur. Françaises, Français, mes chers concitoyens, je veux ce soir saluer le président Hollande. Il a pendant 5 ans œuvré pour notre pays. Durant les 5 années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme, de retrouver l'esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français. Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Certains de ces défis sont des chances, comme la révolution numérique, la transition écologique, le redémarrage de l'Europe. D'autres sont des menaces, comme le terrorisme. Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine et nous abat. C'est ainsi que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous, dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. Aimons la France. À compter de ce soir, et pour les 5 années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom. Vive la République, vive la France. Voilà, c'était la déclaration d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République française. On a vu un homme assez figé, assez tendu même, hein. On le voyait d'ordinaire plus détendu. Il a eu la volonté eh bien d'avoir un discours de rassemblement, de consensus. Il a dit qu'il comprenait les colères, les doutes, les anxiétés du pays. Il a dit également qu'il adressait un salut républicain à Madame Le Pen, qui était son adversaire. Et puis, il a dit que le renouvellement, eh bien, le renouvellement qu'il veut incarner, il commence dès demain pour que les usages et les visages, comme il dit, dans notre pays et dans le contexte politique actuel changent. Et il a même parlé du président Hollande, qui est donc maintenant son prédécesseur, même si la passation de pouvoir, eh bien, va avoir lieu normalement lundi, non pas demain, mais lundi prochain. Et il a dit qu'il voulait apaiser les peurs, alors qu'on nous dit en régie que, eh bien, il y a quelques violences ici ou là dans Paris. On sera en mesure
On sera en mesure d'avoir des images en direct avec une mobilisation de CRS. Pour le moment, en tous les cas, à l'image, ça ne me paraît pas très très violent. C'est peut-être de la prévention d'abotage que de la répression, en tous les cas, pour le moment. Alors que nous ont rejoint sur ce plateau, eh bien, 4 nouveaux invités. Franck Riester, bonjour, député maire de Coulommiers, ou bonsoir plutôt, oui, exactement, les Républicains. Bernard Monod, bonsoir, eurodéputé, spécialiste du programme économique, et Dieu sait si là vous allez être soumis à la question, je pense, du Front National. Nous avons également avec nous Pierre-Yves Bournazel, donc conseiller régional d'Île-de-France, les Républicains, qui avait refusé de soutenir François Fillon à la fin, à la toute fin. En tout qui cas, avait souhaité la candidature d'Alain Juppé. Ça, évidemment. François Calfon, du Parti Socialiste, conseiller régional d'Île-de-France. Merci à tous les 4 d'être là. Alors, Franck Riester, c'est vous le plus proche du mouvement En Marche ce soir ici? On sait que... Comme vous y allez, je sais pas, mais on sait que vous avez quelques... Vous regardez avec attention. D'abord, reconnaissons que l'extrême droite a été battue et que c'est une bonne nouvelle pour le pays, et plus sèchement que ce qu'on craignait. Tant mieux, ça veut dire que les électeurs se sont mobilisés, et notamment les électeurs de droite, malgré certaines consignes plutôt ambiguës d'un certain nombre de nos responsables. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose qu'il faut dire ce soir, c'est qu'il faut que le quinquennat soit une réussite. Vous avez vu l'état du pays, vous avez vu le chômage, vous avez vu l'insécurité, vous avez vu les difficultés dans lesquelles se trouve un grand nombre de nos compatriotes. Il faut que le quinquennat soit une réussite. Après 20 ans, 30 ans d'échecs de gauche ou de droite, nous devons nous mobiliser pour que ce quinquennat soit une réussite. Après, on verra les questions de parti, d'étiquette, tout ça, je vous assure, hein, les Français en ont... C'est pas pour le moment. En ont marre. Et ils l'ont montré d'une certaine façon en mettant à la tête du pays un nouveau candidat, une nouvelle tête, un nouveau président de 39 ans qui n'appartenait à aucun parti politique il y a encore 3 ans. D'ailleurs, on notera qu'autour de cette table, vous êtes tous très jeunes. Pierre-Yves Bournazel, comment vous accueillez cette élection d'Emmanuel Macron ? D'abord, j'ai soutenu, moi, dès dimanche soir du premier tour, Emmanuel Macron. Vous êtes dans la même situation pour faire barrage clairement à Madame Le Pen. Il y avait pour moi un seul bulletin de vote, c'était celui d'Emmanuel Macron. Et je suis donc heureux ce soir de sa victoire, d'une victoire nette, plus nette d'ailleurs que ce qu'elle était peut-être prévue par certains analystes dans l'entre-deux tours, parce que je crois que Madame Le Pen, que je respecte par ailleurs et qui était candidate, mais a montré le soir du débat du second tour quand même beaucoup de faiblesses. Des faiblesses sur les questions économiques, et vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure, vous qui êtes en charge de son programme économique, beaucoup de faiblesses aussi de sa vision de la France en Europe et dans le monde. Et donc ce soir, je suis plutôt satisfait. Maintenant, je vais vous dire ce que je crois pour l'avenir. Je crois d'abord que la droite et le centre doivent tirer les leçons de leurs échecs de 2012 et de 2017. Nous avons perdu en 2012 alors que nous étions en responsabilité. Nous avions 5 ans pour construire une opposition solide. Nous avons perdu. Il faut peut-être que les généraux se posent les questions suivantes. Il faut changer les généraux aussi ? Non, je dis que nos généraux en chef doivent se poser des questions. Quand la droite et le centre vont-ils renouveler leurs idées ? Quand la droite et le centre vont-ils renouveler les pratiques politiques ? Quand la droite et le centre vont-ils ensemble faire émerger une nouvelle génération ? Eh bien, je crois que nous sommes un certain nombre à vouloir construire une nouvelle page de la vie politique française, et nous allons regarder ce que le prochain président de la République, M. Macron, va faire. On va regarder parce que lui a renouvelé, en un certain sens, mais il faut qu'il pose des actes clairs de réforme, notamment sur les questions économiques pour redresser le pays, la réforme de l'école et la question de la sécurité. Et à partir de là, nous regarderons ce que nous avons à faire. En tout cas, les idées de la droite et du centre, je le crois, sont majoritaires dans le pays. Il faut qu'elles soient incarnées d'une manière ou d'une autre dans les 5 ans qui viennent. Bernard Monod, vous êtes du Front National. Comment est-ce que vous analysez la défaite ce soir de Marine Le Pen ? Je crois que les Français ne sont pas encore prêts pour ce qui va se passer. C'est pas le score que vous attendiez plus, non ? On s'en donne un petit peu plus, effectivement, voire de gagner, bien évidemment, mais bon, c'est pas le cas, les Français ont tranché. C'est leur choix, moi je le respecte. Le problème, c'est que les Français n'ont pas compris la réalité, la gravité de la situation, et que, hélas, les événements sont rois et vont s'imposer d'eux-mêmes dans les trimestres, voire années qui viennent. Elle a fait des erreurs dans cet entre-deux tours ? Et je ne pense pas que M. Macron soit le mieux placé pour arbitrer et s'opposer à cette vague de fond qui va se passer. Donc, des erreurs. Dans l'entre-deux tours. Je crois qu'elle était fatiguée en fin de campagne. Voilà. Bon, et puis, encore une fois, les Français ne sont pas prêts à entendre le discours patriote. Ils ont plutôt choisi la politique des mondialistes. Vous faites partie de ceux qui ont regretté son attitude pendant le débat ? Non, je crois qu'elle était. C'est ce que je dis. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée face pour ce débat. Certains disent elle n'est pas arrivée dans les meilleures conditions. Elle n'aurait pas dû faire comme ça, quoi.
Non, je pense qu'elle n'est pas arrivée dans les meilleures conditions de père personnel. Mais bon, au-delà de ça, si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète, c'est la jeunesse de Macron, dont le bilan est catastrophique déjà, puisqu'il a participé quand même. Oui, il a 39 ans. Oui, oui, parce que. D'accord, mais ça n'est pas très vieille non plus. D'accord, mais ça s'appelle l'expérience. 48 ans. Ça s'appelle l'expérience. Oui. Et moi, quand je lis Ecclésiaste, je me dis malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Donc, dans les 5 ans qui viennent, hélas, nous allons voir les conséquences. François Calfon, on a écouté ensemble la réaction, le discours d'Emmanuel Macron, président de la République, élu ce soir avec 65,5% des voix. Alors il veut renouer avec l'unité des Français, assurer le renouvellement, apaiser. Il veut être contre les divisions de la France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, Emmanuel Macron, on va avoir du mal pendant 24 heures à se le dire, mais c'est le nouveau président de la République. Moi, je suis un patriote. Il y a une démocratie qui s'est exprimée. Il vient depuis 1 an de faire un parcours que personne n'avait prévu. En tout cas, je vais prendre ma part que je n'avais pas prévu. Donc chapeau l'artiste. Quant au soir du second tour, la critique ultime du Front National est de dire il est jeune. J'ai envie de dire qu'il a quand même bien gagné le match. Ensuite, pour répondre à votre question plus directement, les partis politiques institués doivent prendre leur perte. Et nous devons prendre notre perte sur la façon dont les choses se sont passées, puisque les 2 grands partis politique de gouvernement, y compris de gouvernement des collectivités locales. 80% des collectivités locales, 90% connaissent une opposition entre les Républicains et le Parti socialiste. Eh bien, ces gens-là n'étaient pas au second tour. Donc ça doit nous interpeller. Ensuite, je réponds sur la question que vous avez posée. Il a dit, normalement, mais est-ce une posture ? Je serai le président de tous les Français. Il y a un clivage nouveau qui est apparu comme très fort dans cette élection, c'est le clivage ouvert-fermé. Le clivage de ceux qui demandent une protection, ils sont légitimes. Franck Riester est élu du même département que moi. On voit les affres finalement des secteurs périurbains. Et puis il y a une France beaucoup plus optimiste, plus jeune sans doute. Et ce clivage est celui qui est apparu. Pour autant, et j'en termine là, pour autant, de mon point de vue, parce que je vois que tout le monde fait mouvement vers M. Macron dans des élans généreux ce soir, ce ne sera pas mon cas. Pour autant, comme l'a dit Michel Houellebecq à l'émission politique, je l'ai trouvé remarquable, il y a donc maintenant 2 clivages qui se superposent. Celui que je viens d'évoquer, qui est le nouveau clivage, et le clivage droite-gauche qui demeure avec la question sociale. Il nous a dit, on va voir ce qu'il en fait, il a opposé une fin de non-recevoir à M. Mélenchon. Il va donc réformer le Code du travail par ordonnance ? Où il va entendre, comme il l'a dit, tous ceux qui pensent que ça n'est pas raisonnable, quand on parle de renouvellement démocratique, d'utiliser les vieilles lunes de la Ve République. François Calfon, est-ce que le PS doit participer à la future majorité d'Emmanuel Macron ? Écoutez, de mon point de vue, il y a des questions préalables. J'ai pas eu l'air de dire suffisamment. Mais une question préalable, j'ai vu d'ailleurs que M. Cambadélis c'est dans le même sens que moi. Est-ce qu'on va réformer le Code du travail par ordonnance ? Est-ce que ça fait partie de la feuille de route ? Si tel est le cas, je vais vous répondre très clairement. Si tel est le cas, de mon point de vue, le Parti socialiste n'a pas à participer. Mais vous allez imploser alors le Parti socialiste. C'est terrible. Le divorce, vous savez, je vais vous dire, il y a un moment donné, il faut savoir. Le divorce. Je vois qu'ici, autour de cette table, au sein des Républicains, où ils jouent un peu à domicile. Oui, pas au sein du Front National encore, mais au sein des Républicains, il y a un fort mouvement qui, finalement, s'oriente vers M. Macron. Il existe, on sait que Manuel Valls, il existe ceux qui l'ont rejoint déjà, on sait que Manuel Valls a fait mouvement. J'ai entendu Didier Guillaume, sur une autre antenne, être extrêmement enthousiaste à l'endroit de M. Macron. Je vous ai dit quel était mon positionnement, bonne chance, et je pense qu'il peut entendre un certain nombre de choses. C'est un nouveau président qui a cassé les codes. Si ce besoin de protection n'est pas pris en compte, si ce besoin de protection des salariés n'est pas pris en compte, réforme du corps du travail, alors nous n'en serons pas, mais nous serons vigilants. Il y a des législatives, il y a un gouvernement, il y aura d'autres étapes dans un pays qui reste extrêmement fragilisé. Pierre-Yves Bournazel. Je crois que notre pays a quand même un défi. C'est d'abord les questions économiques et sociales. On a un chômage qui mine aujourd'hui le moral des Français. Soit Emmanuel Macron propose une feuille de route très claire pour réformer justement le Code du travail et sortir les rigidités de ce Code du travail, baisser les charges des entreprises. Il s'est engagé, il faut qu'il redise quel est son cap sur ces questions-là. Deuxièmement, il y a la question de l'école. Il faut refonder notre école aujourd'hui, qui n'est plus l'ascenseur social. En République, l'école doit permettre à tous les enfants de France, quelle que soit leur origine, leur condition sociale, leur quartier, de réussir par rapport à leurs talents et leurs compétences. Si M. Macron veut se lancer sur une grande réforme de l'éducation nationale, d'intérêt général, eh bien je dis pourquoi pas. Et troisièmement, il y a la France, sa sécurité.
la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, la France en Europe et dans le monde. Là aussi, c'est sur ces 3 points, je crois, que nous devons juger M. Macron. C'est 100% des Républicains qui sont prêts à le rejoindre. Non, c'est pas prêt à le rejoindre. C'est des conditions. Je termine juste là-dessus. Il y a 3 sujets qui sont essentiels pour l'avenir du pays. Sur ces 3 sujets, si M. Macron va dans la bonne direction et que nous sommes en phase, pourquoi aller contre nos idées? Si en revanche M. Macron ne veut pas réformer, alors à ce moment-là, ça n'intéresse pas les élus de la droite et du centre de la campagne. Pardon François Calfon, mais de savoir si on va le rejoindre, pas le rejoindre, le rallier, pas le rallier, c'est pas le problème. C'est concrètement comment on résout les problèmes des Français. Est-ce qu'on est d'accord avec la politique qui est conduite, proposée ou pas? Oui, mais je vous le dis, donc ne ramenez pas au ralliement. C'est pas une question de ralliement. C'est concrètement, comme l'a très bien dit Pierre-Yves Bournazel, quelle est la politique qu'il propose aux Français dans cette campagne et qu'est-ce qu'il a décrit d'une façon très précise lors du débat. Eh ben, moi, titre personnel, je me retrouve, comme beaucoup d'électeurs de droite, je me retrouve dans la nécessité d'assouplir le marché du travail, dans la nécessité de refonder l'école en revenant sur la loi Vallaud-Belkacem, de restaurer l'autorité de l'État en revenant notamment sur les dispositions Taubira sur l'exécution des peines. Ça va dans le bon sens. Et je pense que les électeurs de droite qui voulaient un vrai changement peuvent se retrouver dans le projet d'Emmanuel Macron. Maintenant, c'est pas lui faire un chèque en blanc. Il faut voir de façon très claire si entre le discours et les actes, il y a cohérence. Est-ce que, par exemple, il y aura une équipe de rassemblement? Je pense qu'un des beaux symboles, c'est le Premier ministre. Est-ce qu'il y aura un Premier ministre de droite ou de centre-droit? Est-ce qu'il y aura des membres du gouvernement qui seront de la droite ou du centre? Est-ce qu'il y aura une vraie détermination dans la préparation des législatives à rassembler des gens de culture de gauche, de centre ou de droite? Jean-Louis Borloo a tout à fait le profil. Mais on voit bien la nécessité que Emmanuel Macron envoie des signaux très forts. La balle est dans son camp aujourd'hui. Bernard Monod, que va devenir le Front National? On a entendu Marine Le Pen qui veut transformer ce parti politique. Et Jean-Marie Le Pen, lui, il dit il faut rester fidèle aux fondamentaux du Front National. Est-ce que ça annonce quand même des divisions à venir, une explosion du parti? Non, je pense qu'on est devenu un socle pour les patriotes qui ont voté pour nous. On a quand même atteint 11 millions d'électeurs, c'est du jamais vu. On a doublé par rapport à 2002, donc c'est un socle incontestable. Donc ça peut être une plateforme de lancement pour la suite. En tout cas, on est la première force d'opposition aujourd'hui par rapport à toute la classe politique, UMP, PS, je les appelle encore UMP, permettez-moi. Voilà, rien n'a changé, c'est la continuité. Oui, il va rien se passer. Il y a quand même le discours de Mme Le Pen. Il y a aucun changement. Attendez, vous permettez, je vous ai laissé parler. Il n'y a aucune alternative qui Marine Le va se Pen passer. ce soir qui dit il faut faire un grand bouleversement au Front National. Vous l'avez entendu. Ce qui va se passer, je vais vous dire, c'est la continuité de la politique qui s'est passée depuis 25 ans, c'est-à-dire la feuille de route de Bruxelles, la feuille de route de Francfort. Non, je vous parle de Marine Le Pen. Non, mais d'accord, mais moi, laissez-moi quand même alors on va terminer ce que je veux dire. On va se rafraîchir la mémoire. Allez-y. Allons-y. Est-ce que Marine Le Pen, dans son discours prononcé tout à l'heure depuis le bois de Vincennes, voilà, a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. Défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité et son modèle social, tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France. C'est le début et la fin de l'intervention de Mme Le Pen, mais entre-temps, elle a dit, au milieu de son intervention, que de ses vœux, elle appelait à une transformation de son mouvement. Et donc, Bernard Monod, c'est là-dessus que je voudrais vous entendre. Oui, une espèce de plateforme pour accueillir l'ensemble des patriotes. Vous voulez faire comme En Marche, alors? Vous faites une plateforme aussi? Oui, enfin, tous ceux qui... une union des patriotes qui vont se réunir sur une nouvelle forme de mouvement, de parti. En tout cas, on constitue la première force d'opposition. On oublie France Nationale Je ne sais pas, on verra. On va discuter le moment venu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette décomposition et recomposition à venir, y compris chez nous. Le problème, si vous voulez, c'est que nous avons pris la mesure des grands événements qui vont se passer dans les prochaines années. Monsieur Macron sera le président de la banqueroute. Je le dis, rappelez-vous bien de ce que je dis.
ce sera le président de la banqueroute. Vous êtes enregistré, Ça vous fait sourire? Non mais voilà, très bien. Ça vous fait peut-être sourire, mais on en reparlera, vous verrez. Enfin, nous avions annoncé, tout, hein. non hélas, et on avait tout fait pour éviter ça justement. Mais 2008, méfiez-vous parce que nous avions déjà annoncé la crise. Mais Monsieur Monod, le programme économique de Madame Le Pen, et vous en avez été un des artisans, il a été de façon assez coriace critiqué, et notamment la méthodologie pour sortir de l'Europe. Est-ce que là, vous allez revoir la tuyauterie de ce point de vue? Non, on va rien changer, parce que vous allez voir que l'avenir va nous donner raison, hélas. Et donc, on va peut-être revoir la communication, etc. Mais en revanche, la ligne officielle depuis 2008, elle est toujours la même. C'est-à-dire que nous, on considère qu'il peut y avoir une monnaie à l'échelon international, donc une euro-monnaie commune, c'est ce qu'on propose depuis 2008. Et bien entendu, comme le Royaume-Uni... Attendez, laissez-moi parler. Et peut-être vous, monsieur, vous n'avez pas compris, justement, c'est ce qui fait que le bilan est catastrophique chez vous, donc vous n'avez pas de leçon à donner, excusez-moi. Oui, donc, les Français, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à comprendre ça à la sortie. D'accord. Ça répond pas aux grosses incompréhensions quand même, hein, votre histoire. C'est votre problème, vous comprenez rien. En attendant, la situation est catastrophique au niveau du bilan de la France. François Calfon, est-ce qu'on peut considérer que le Parti socialiste est en état aujourd'hui sous assistance respiratoire, non? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin urgentiste, je suis un militant politique. Simplement, ce qui a été dit, c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une forme de captation d'héritage par l'extrême droite de ce clivage. L'extrême droite, pardon. De ce clivage. Pas le monopole des patriotes. De ce clivage, effectivement, entre ceux qui pensent que la mondialisation est une histoire heureuse et ceux qui ont un attachement viscéral à leur patrie. C'est un clivage qui est réel? Eh bien, par exemple, il y a eu un grand succès de la France insoumise, par exemple. Donc je pense que M. Mélenchon se classerait plutôt du côté des patriotes par rapport à cette ouverture au monde, du côté de la nécessaire protection. Donc il est évident, pour répondre à votre question, qu'une gauche qui finalement est sûre de ses valeurs va réintroduire sur ce sujet-là, mondialisation et ses effets désastreux, on peut pas parler de Whirlpool, la question sociale qui reste une question centrale. Croyez-moi que si ce clivage est nié, vous aurez malheureusement des soubresauts sociaux comme on en a connus. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je pense qu'on peut être profondément patriote, c'est-à-dire avoir l'amour des siens, avoir l'amour de son pays. Et je pense que ça n'appartient à aucun parti. On peut être de gauche, on peut être de droite, on peut être au Front National, on peut être républicain, on peut être socialiste, on peut être communiste et aimer son pays. Ça, je n'accepterai pas que quelqu'un ait l'apanage du patriotisme. La patrie, elle appartient à tout le monde. Oui. Mais, et d'ailleurs, le clivage, il n'est pas là parce qu'on peut aimer son pays, vouloir en défendre un certain nombre de traditions et regarder aussi les mutations de la société française, l'évolution du monde. Et le général de Gaulle, d'ailleurs, en était un bon exemple d'un patriote aussi qui avait une vision aussi de la France dans le monde et qui n'était pas pour une nation recroquevillée. C'est la différence, d'ailleurs, entre le nationalisme et le patriotisme. Deuxième chose, je voudrais dire une chose qui est très importante. Moi, je suis fidèle à mes convictions, à mes idées. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai été un des porte-parole d'Alain Juppé, d'une droite qu'on peut appeler une droite humaniste, modérée, européenne, tout ce que vous voulez. Je reste fidèle à ces convictions-là et je ne vais pas me changer de mes convictions. Mais je dis très clairement que quand on voit le score du premier tour, qu'on additionne les voix de M. Mélenchon et de Mme Le Pen, c'est près de 15 millions de Français qui ont exprimé, au fond, un mécontentement. Une révolte? Oui, une révolte qu'il faut entendre. Mais je dis que de la droite radicale à la gauche radicale, il y a un danger pour l'avenir du pays. Et que si ce quinquennat-là, ça ne fonctionne pas, alors il y aura une aventure dangereuse, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Et donc, au fond, je souhaite que M. Macron pose des actes très forts dans l'intérêt de la France et qu'il soit capable de réformer pour avoir des résultats pour le pays. Réduire le chômage, objectif sur l'emploi, on l'a dit tout à l'heure. L'école, parce que c'est la mère de toutes les réformes. Et puis aussi, les questions régaliennes pour notre sécurité, je le rappelais tout à l'heure. Si sur ces trois domaines, le président de la République est capable de dépasser les clivages et de mettre en œuvre des réformes, alors il faut qu'il réussisse. Dans l'intérêt de la France, c'est ça qui compte. Parce que les positions politiciennes, elles risquent de nous amener malheureusement en difficulté. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Yves Bournazel. Il nous faut des résultats, sinon le pire est à attendre en 2022. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison pour son premier acte de mettre donc la priorité sur la moralisation de la vie publique? Alors, les grands esprits se rencontrent. J'allais en parler. Je pense qu'un des axes forts quand même de ce nouveau président de la République, et moi je suis d'autant plus à l'aise, j'ai fait campagne pour Bruno Le Maire, la primaire, qui militait pour une refondation de la vie politique, pour un renouvellement des têtes, renouvellement des pratiques, renouvellement des idées. Et ce qu'a porté aussi Emmanuel Macron. Et c'est une partie, j'en suis convaincu, de son succès ce soir.
C'est fondamental. Nous devons faire une grande respiration dans la vie démocratique de ce pays. Faire rentrer des gens différents dans la vie politique, davantage de femmes, davantage de jeunes, davantage de gens de la société civile, du privé. Moi, je suis chef d'entreprise. On n'est que 10 à l'Assemblée nationale à être chef d'entreprise. Il faut davantage d'ouvriers, il faut davantage de gens du secteur privé. Une grande respiration. Une respiration avec des objectifs clairs pour des résultats, c'est ce qui, à mon avis, sont les clés du succès de la France, parce que c'est ça qu'on doit avoir en tête. Le succès de la France, c'est pas le problème du succès d'Emmanuel Macron, c'est le succès de la France. Alors on va écouter, je vous prendrai la parole après, François Calfon, parce qu'il y a Mélenchon, Jean-Luc de son prénom, qui vient de s'exprimer. Puisse le sens du destin de notre patrie vous habiter, Monsieur le Président, et la pensée des démunis, sans droit, sans toit, sans emploi, vous obséder. Puisse la France y trouver son compte, mais mieux vaudrait y veiller par nous-mêmes. Le programme du nouveau monarque présidentiel est connu, c'est la guerre contre les acquis sociaux du pays et l'irresponsabilité écologique. Nous n'y sommes pas condamnés. Les élections législatives doivent montrer qu'après un vote de refus et de peur, le moment est venu d'un choix positif, le choix de l'avenir en commun. Voilà, c'était la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, toujours aussi offensif contre Emmanuel Macron, qui est maintenant président de la République, le nouveau monarque. Et vous savez combien Jean-Luc Mélenchon est hostile au régime de la Ve République, en tous les cas au régime semi-présidentiel qui est le nôtre. Et il a dit, il a résumé en gros sa pensée en disant que c'était un ennemi des acquis sociaux et qu'il était inquiet aussi sur l'avenir de l'écologie dans notre pays avec ce président-là. On vous a coupé la parole, Franck Riester, et vous vouliez justement dire que la moralisation de la vie politique, c'était pour vous fondamental. Non, mais je l'ai dit. Fondamental. Et François Calfon voulait réagir à ça. Justement, c'est quelque part entre l'intervention de Franck Riester et l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, ça me fait dire une chose, c'est-à-dire que la jeunesse n'est pas une qualité en soi, puisqu'il y a des différents états de la jeunesse. Il y a une jeunesse extrêmement précaire, et je pense que ce qu'on a vu, c'est finalement la cartographie du vote qu'on avait déjà vu en 2005. C'est-à-dire qu'il y a bien, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas on est pour la mondialisation et pour la protection. Il y a bien des gagnants et des perdants dans cette mondialisation. Et donc, apporter les protections nécessaires à ceux qui se sentent floués, trahis. On va être très concret sur le cas de Whirlpool. Le cas de Whirlpool, c'est pas simplement une délocalisation, c'est une délocalisation à l'intérieur de l'Union européenne, où vous n'avez aucun mécanisme de protection des salariés. Des questions qui ont été posées comme finalement une certaine forme de patriotisme économique. Le fait que le travail détaché qui finalement arrase un certain nombre de professions, je pense aux bâtiments et aux travaux publics, je pense au transport. Voilà une série de questions concrètes que cette France en souffrance a exprimées. Je rappelle que les deux candidats au deuxième tour, finalement, ont réuni de moins d'un Français sur deux, et que quand on regarde, y compris dans les sondages, même chez ces candidats qualifiés au second tour, il y a eu un effet de vote utile. Donc l'adhésion est faible. Il revient au président de la République, et je pense qu'il en a la capacité d'entendre que, par son élection à 65%, ces questions graves qui divisent notre pays n'ont pas été résolues. Un dernier mot, Jean-Yves Bonnadel. Qu'il faille réformer l'Europe, personne n'est contre. Oui, mais il y a un certain nombre de pays européens qui ont réussi à se réformer et à obtenir de bons résultats économiques. Je ne vois pas pourquoi la France, si elle ne se réformait pas, ne réussirait pas de la même façon. Alors, et je voudrais dire juste en conclusion de ma prise de parole, puisque c'est bientôt la fin, j'ai quand même remarqué que le ton de M. Mélenchon ressemble étrangement au ton de Mme Le Pen et qu'on voit bien la porosité. Mais c'est la vérité. Non. Regardez les attaques personnelles, le monarque... Le Front National et Fillon... Non, il y a une porosité qui s'appelle la démagogie et l'extrémisme, qui est dangereuse, cette porosité, et il faut se battre pour réussir. Il est 21h35, nous allons aller sur les Champs-Élysées pour voir ce qui s'y passe, évidemment, lieu et théâtre d'un tragique attentat il n'y a pas très longtemps, et on remercie nos quatre jeunes débatteurs ce soir, Franck Riester, Bernard Monod, François Calfon et Pierre-Yves Bournazel. Merci. Les images que vous voyez, c'était les images à 20h, juste au moment où on a annoncé la victoire d'Emmanuel Macron ce soir, Mathilde, par 65,5%. Merci à tous les quatre. Et on va aller voir Sylvain Châtelain et Marie-Amélie Putalaz pour nous dire s'ils ont des questions.
Oui, on a des questions. Oui, tout à fait. Bien On sûr. a des questions pour vous, Yves, Marie-Amélie, qui est en train de les regarder. Oui, Moi, après, je on profite fait juste pour prévenir les internautes qui regardent qu'on est en train de débriefer les résultats commune par commune, sur un autre flux parallèle. Donc, si vous voulez avoir les résultats dans votre commune, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on continue en parallèle à prendre vos questions, Marie-Amélie. En attendant, il y a Eric qui demande s'il y a eu des irrégularités au cours du déroulement du scrutin du second tour. Yves, est-ce qu'on le sait déjà ? Écoutez, il est un peu tôt pour le savoir. Il y aura sans doute des contestations ici ou là, sur le territoire, avec des saisines de tribunaux administratifs, sans doute. Mais à l'heure qu'il est, là, c'est un peu tôt. Alors que vous voyez des images qui montrent, merci Marie-Amélie, des images qui montrent que la sécurité n'est pas prise à la légère ce soir à Ménilmontant, dans le 19e et 20e arrondissement. Là, on a vu ça. Alors, on va rejoindre maintenant, parce que qu'elle nous pardonne, d'ailleurs, Ariane Lecoeur, qu'elle nous pardonne pour nous faire un point sur l'information. Pardon, Ariane. Je vous pardonne Yves, bonjour et bonjour à tous. J'adresse un salut républicain à mon adversaire Marine Le Pen. C'est la première déclaration publique d'Emmanuel Macron. Dans une déclaration sobre, figée, le vainqueur a promis un renouvellement et une moralisation de la vie publique. Autre déclaration marquante, le salut à son prédécesseur François Hollande. Les deux hommes se retrouveront demain sous l'Arc de Triomphe pour les cérémonies du 8 mai. Les premiers signes de ralliement au vainqueur apparaissent. Bruno Le Maire, candidat à la primaire des Républicains, qui déclare « Je peux travailler dans une majorité de gouvernement ». De son côté, Richard Ferrand, le numéro 2 d'En Marche, annonce qu'il faudra attendre une semaine avant de connaître le nom du Premier ministre d'Emmanuel Macron. Concernant les réactions, il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon appelle Emmanuel Macron à être obsédé par les démunis. Il espère que son programme signifie la guerre contre les acquis sociaux du pays. Il appelle ses 7 millions d'électeurs à se mobiliser pour les législatives. Et puis les réactions se multiplient depuis l'étranger également. Trump vient à l'instant de féliciter Emmanuel Macron pour sa victoire. Il dit avoir hâte de travailler avec lui. Pour Angela Merkel, la victoire d'Emmanuel Macron est une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande, selon un tweet de son porte-parole. Les Français ont fait le choix d'un avenir européen. C'est féliciter également le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il se réjouit qu'il défende l'idée d'une Europe forte et progressiste. La première ministre britannique Theresa May se dit elle aussi impatiente de travailler avec le nouveau président, comme l'indique ce tweet que vous voyez à l'antenne. Alors quelles sont les prochaines échéances pour Emmanuel Macron ? Eh bien, son investiture devrait avoir